Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours, du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, bien entendu. Bien dans son job, aujourd'hui, on parle de la semaine des 4 jours. Un booster peut-être pour votre entreprise, on parlera de toutes les initiatives ici en France, mais aussi en Europe, on en parlera avec Claude Calmont, fondateur de Calmont Partners. Les entreprises s'engagent et on accueillera un nouvel invité qui s'engage justement pour l'emploi des jeunes. On en parlera dans cette rubrique. Et puis le cercle RH, la santé mentale, état des lieux dans ces temps tourmentés et incertains. On en parlera avec nos invités qui sont des experts. Et puis fenêtre sur l'emploi, la pénurie de talents dans la tech. Oh, c'est un sujet qui revient régulièrement dans l'actualité. Comment y remédier? On en parlera avec Marguerite Monrose, directrice des opérations France chez Remote. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job. Vous suivez l'actualité évidemment RH dans notre émission. On parle beaucoup de cette semaine des 4 jours et on en parle avec Claude Calmont. Bonjour Claude, ravi de vous accueillir, fondateur de Calmont Partners. Alors vous venez du monde de la finance, mais Calmont Partners c'est aussi une entreprise qui fait des RH. C'est un triptyque, hein, on est bien d'accord? Tout à fait, oui. Entre le recrutement, l'accompagnement financier et un pôle média. Alors là vous avez un observatoire d'experts. La semaine des 4 jours, vous y croyez? Parce qu'on en parle beaucoup. En Belgique, en Espagne, des entreprises françaises commencent à enclencher le processus, qu'elles soient très grandes ou très petites. Des artisans décident de placer leurs salariés, leurs ouvriers, en semaine de 4 jours. On a le sentiment que le phénomène gagne du terrain et au même moment, le MEDEF, que j'avais interrogé il y a quelques mois, le patron du MEDEF me dit « hors de question d'imaginer un instant la semaine des 4 jours ». Vous êtes sur quelle ligne ? Alors, je pense qu'il y a un petit peu de recul à prendre sur ce type de mouvement. Alors, effectivement, ça prend de l'ampleur. En Belgique, je crois que l'employeur doit justifier s'il ne l'accepte pas. Tout à fait. Donc, c'est un petit peu forcé aussi. Mon point de vue là-dessus, c'est que toute entreprise a des problématiques un petit peu différentes. Pour beaucoup, il y a des problèmes de ressources, de recrutement, qui est notre expertise première. Et si déjà vous êtes un petit peu sous-staffé, pardon pour l'anglicisme, c'est compliqué de réduire aussi la voilure. Il y a beaucoup d'entreprises qui doivent récupérer leur niveau d'activité d'avant Covid et réduire le temps n'est pas forcément une bonne nouvelle pour eux. Moi, je suis plutôt partisan du cas par cas où les entreprises devraient pouvoir décider si elles peuvent le mettre en place. Je ne pense pas que l'imposer soit une bonne solution. Ça ne viendra pas d'en haut. Effectivement, chaque entreprise décide. Il y a quand même 64%. Alors, parmi un des sondages qu'on a sélectionné, 64% des Français qui disent qui seraient plutôt favorables à l'idée de la semaine des 4 jours. Mais il n'y a que 5% des entreprises françaises qui ont adopté la semaine des 4 jours et seulement 19% avoir mis en place une politique de flexibilité du travail. On voit que c'est un peu compliqué côté entreprise. En fait, il y a beaucoup de sujets qui se mettent en place en même temps. Le retour du Covid a poussé les entreprises à repenser leur espace de travail, leur temps de travail. On parle à beaucoup de clients qui construisent leur nouveau bureau avec 50, 75%, 80% de capacité. Oui. On se rend compte qu'il y a une grosse levée de boucliers, notamment de la part des jeunes, et ce qui peut être aussi surprenant sur le fait d'avoir envie de retourner au bureau. Tout le monde n'a pas envie de travailler de chez soi. Et c'est extrêmement difficile d'un point de vue employeur de mettre des règles pour tout le monde. C'est ce que je disais tout à l'heure. Et on n'a pas de recul là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup... Il y a un désir quand même. Il y a un désir des salariés qui se disent, soyons concrets, j'améliore ma vie quotidienne, je peux aussi faire du sport, je peux m'occuper un peu plus de mes enfants. Il y a ce côté vie perso qui prend de la place aujourd'hui dans le travail. Attention au piège aussi de la productivité. Si on a un jour en moins en semaine, on sait que beaucoup de cadres sont déjà... on ne va pas parler de burn-out, mais avec, encore une fois, cette sortie de Covid, dont ils ont à gérer maintenant des équipes à distance. En présentiel et à distance? En présentiel à distance, avec pas toujours la formation qui va avec, parce que c'est pas simple de piloter des gens à distance. On leur dit qu'en plus, leur ressource sera là à 80% du temps. C'est très compliqué et on n'a pas beaucoup de recul. Le Royaume-Uni, je crois, avait lancé la semaine de 4 jours tout de suite à la sortie de la crise. Certaines entreprises sont en train d'y revenir. Là, ça part effectivement en Belgique, en Espagne. Il faut, je pense, un petit peu de temps avant de voir les effets. Il faut quand même le préciser, remettre du cadre. La semaine des 4 jours telle qu'on en parle là en ce moment, c'est une semaine de 4 jours sur 35 heures. C'est-à-dire qu'on fait 4 jours en 35 heures et il faut donc accepter de travailler plus pendant 4 jours. Donc il faut produire plus pour libérer du temps le dernier jour. On est bien d'accord?
d'accord, hein. C'est bien cette règle. Hein. Pour pouvoir conserver le salaire à 100%, parce que là, on ne parle pas de 4/5 de quelqu'un qui déciderait volontairement de réduire son salaire. Là, on garde son salaire, son temps de travail. Voilà. On fait ce qu'on doit faire en 5 jours, en 4. Donc, effectivement, on libère le vendredi, mais ça veut dire, bien placé pour ça, si on part plus tard, qu'est-ce qu'on fait de ses enfants? Parce qu'en Belgique, les gens auront le temps de passer, du temps à passer avec leurs enfants et s'occuper de leurs affaires. Les enfants, le vendredi, sont à l'école, et les autres jours de la semaine, il faut bien s'en occuper à partir d'un certain heure. Je dis le vendredi, mais ça peut être évidemment un jour de la semaine qui peut être le mercredi ou le lundi. De la même façon. Est-ce que c'est... Je pense au Big Four, là, qui ont des problèmes de recrutement. J'ai vu que KPMG, effectivement, avait enclenché le processus. C'est la seule solution pour attirer des talents, de leur proposer finalement un cadre de travail plus flexible et plus souple? Alors, encore une fois, ça dépend de quel talent on parle, parce que j'ai des retours d'expérience de clients qui voient que justement ce sont les populations les plus jeunes qui sont un peu contre le travail 100% à distance ou trop de flexibilité. Ils ont besoin de retrouver un cadre de travail. Ils ont besoin d'être encadrés par leur management. Covid, hein. Exactement. Donc, si le jour où vous arrivez au bureau, en fait, votre manager n'est pas là ou votre collègue n'est pas là, il n'y a pas ce lien social qui se crée autour du travail. Donc, encore une fois, c'est assez compliqué. Mais on voit quand même, d'un point de vue très philosophique, à travers cette semaine des 4 jours, c'est un édito dans la page débat des Échos. Le titre, c'est « Il y a urgence à restaurer l'envie d'aller au travail ». Je trouve que ce débat de la semaine des 4 jours renvoie à cette problématique, c'est-à-dire aussi avoir envie de retourner au travail. 4 jours, voire même 5. Bien sûr. C'est cette question-là qui est posée. Parce qu'il faut aussi que le travail soit fait. Il faut que la productivité soit là. Il y a beaucoup d'entreprises qui doivent se relancer. Il y a une concurrence internationale accrue, quels que soient les secteurs. Et d'autres pays travaillent beaucoup plus que nous déjà. Donc c'est compliqué après de faire face. Les secteurs, parce qu'on avait reçu il y a quelques mois, la saison précédente, un entrepreneur qui avait, je crois, 1000 salariés et qui était passé à la semaine des 4 jours. C'est une des rares entreprises françaises qui le faisait. Et il nous disait, nous, notre boîte informatique, de la tech, notre productivité, elle est impeccable. Vous avez l'air d'en douter. Ça dépend encore une fois des secteurs. Il y a des secteurs où vous êtes obligé d'avoir votre personnel sur place. Dans le service, il faut pouvoir étaler un petit peu aussi les carnets de commandes. C'est très compliqué. Si vous avez déjà des problèmes de recrutement et qu'on vous dit qu'en plus vous allez avoir moins de ressources disponibles sur place, ça peut poser problème. Je ne dis pas que ça va poser problème, mais on a besoin de le mettre en place et de voir les résultats de ça. Ce que vous nous dites, c'est que c'est un peu la quadrature du cercle pour certaines entreprises. Elles ont besoin de recruter et attirer des talents, donc leur faire des propositions alléchantes. Mais au même moment, elles ont aussi des gestions de planning et de production qui les empêchent de le faire. Il y a beaucoup de managers qui ont craqué justement à cause de ça, parce que pas assez de ressources en dessous, des ressources à distance, pas forcément les moyens de le faire, pas de formation autour de ça. Ça complique les choses. Avant de nous quitter, Claude Calmont, vous avez un regard, vous venez de la finance, vous avez un regard panoramique aujourd'hui à travers votre structure. Est-ce qu'il y a un désamour du travail des Français à l'égard du travail ? En tout cas, on essaye de nous le faire croire. C'est-à-dire qu'on part du principe que les gens ne veulent plus travailler ou moins, veulent plus aller au bureau, etc. C'est pas vrai. C'est simplement que le personnel vient prendre beaucoup plus de place. Donc il faut trouver un petit peu l'équilibre de cette équation qui n'est pas simple. Et la question que vous me posiez au début, c'est que moi je crois un petit peu aux sur-mesures et surtout pas à l'imposer, parce que ça peut mettre des entreprises dans de mauvaises situations. D'ailleurs, le gouvernement n'évoque absolument pas cette question dans différents textes ou rapports parlementaires. Merci d'être venu nous rendre visite, Claude Calmont. Là, c'était un regard d'expert à la tête de Calmont Partners, de DRH, de l'accompagnement et du média. Merci, c'est un vrai plaisir de vous accueillir. On se tourne tout de suite vers notre rubrique « Les entreprises s'engagent ». Elles s'engagent pour l'emploi des jeunes avec notre partenaire Un Jeune, une solution. Et on part à la rencontre d'une ONG et on l'accueille tout de suite. Les entreprises s'engagent avec notre partenaire Un Jeune, une solution. Chaque semaine, une entreprise, une organisation qui s'engage résolument vers l'emploi. Et on en parle avec Valérie Daher. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Directrice générale de Break Poverty Foundation. C'est une fondation incroyable qui fait plein de choses sur le numérique. Mais nous, on va s'intéresser aujourd'hui à la pauvreté et à l'emploi des jeunes. D'abord, quelques mots quand même pour resituer un petit peu la communauté d'entreprises à laquelle vous appartenez. Qui sont une communauté de 60 000 entreprises, 101 clubs départementaux, et ça va faire le lien d'ailleurs avec votre action, et 300 personnes mobilisées partout en France. Ça, c'est l'esprit général. Et puis, il y a la Fondation qui a décidé de s'engager résolument pour l'emploi et l'accompagnement de ces jeunes pauvres. D'abord, quelques chiffres pour qu'on situe l'enjeu et les enjeux, parce que le grand public n'a, je crois, pas conscience de la situation de ces jeunes.
Tout à fait, effectivement, c'est important de les rappeler. Donc aujourd'hui, 14% de la population française vit en dessous du seuil de la pauvreté. Ça représente environ 9 millions de personnes dans notre pays. Et parmi eux, 50% sont des jeunes de moins de 30 ans. Un jeune sur 5 dans notre pays vit en dessous du seuil de pauvreté. Donc c'est un premier constat qui appelle des solutions immédiates et surtout urgentes. Mais je dirais que la pire des choses derrière en fait, ces chiffres, c'est que la plupart de ces jeunes enfants et de ces jeunes sont condamnés à la pauvreté à vie, puisque dans notre pays, il faut en moyenne 6 générations pour qu'un descendant de famille pauvre puisse accéder au revenu médian. Une forme de déterminisme finalement. C'est un déterminisme social extrêmement fort. Ce chiffre de 6 générations place la France à l'avant-dernier pays de l'OCDE en fait, en matière de déterminisme social. Là où, dans d'autres pays, comme le Danemark, par exemple, il faut uniquement 2 générations pour sortir de la précarité. Donc on voit ici, en fait, une véritable trahison de la promesse républicaine. Dans notre pays, lorsqu'un enfant grandit dans un environnement défavorisé, il est quasiment condamné d'être un adulte pauvre, et ses enfants aussi, ses arrière-petits-enfants aussi, et ses arrière-arrière-petits-enfants aussi. Malgré un modèle social très redistributif, puisqu'on le vante comme le modèle qui redistribue le plus. Tournons-nous vers l'action concrète, parce que ce qui est intéressant, c'est que vous alliez voir évidemment le site de la Fondation, peut-être même donner, parce que c'est intéressant. Vous vivez sur la donation, il faut quand même le préciser. Votre idée, la philosophie, c'est de mêler l'État, l'entreprise, la Fondation, qui va d'ailleurs dans l'esprit du maillage du GIP sur les entreprises s'engagent. C'est accompagner ce maillage, récolter de l'argent, et pour être concret, le donner à des associations. Est-ce que c'est bien ça le cheminement ? Exactement ça. En fait, notre conviction, c'est qu'aujourd'hui, lorsqu'un enfant défavorisé échoue à l'école, ce qui arrive souvent, sa seule chance de sortir de la précarité, c'est le travail. Et pour cela, en fait, il faut rapprocher ces jeunes qui sont souvent très très éloignés du monde de l'entreprise, Et pourtant, ces jeunes, en fait, souvent sont représentés par des associations qui sont assez éloignées du monde de l'entreprise ou par des travailleurs sociaux qui ont souvent choisi ce métier parce qu'ils ne voulaient pas travailler en entreprise. Et donc, il y a un enjeu hyper fort à rapprocher ces deux mondes. Vous soulevez un point essentiel quand même, là, par les travailleurs sociaux qui ne connaissent pas l'entreprise ou qui d'ailleurs ont choisi ce métier parce qu'ils ne voulaient pas être en entreprise. Ce qui, de vous à moi, pose un petit sujet quand même. Alors, ça pose un sujet, mais effectivement, aujourd'hui, on a un problème de représentativité en fait, de ces jeunes qui, finalement, n'ont aucun lien avec le monde de l'entreprise. Ce qui est intéressant, c'est que souvent, on voit les quartiers les plus défavorisés qui jouxtent les zones d'activité. Lorsque vous posez la question aux jeunes de qu'est-ce que vous voulez faire en fait, plus tard, ils ne se projettent même pas dans un quartier qui est à 100 mètres de chez eux et qui réunit toutes les entreprises. Donc, on voit à quel point les jeunes sont très éloignés de ce monde-là. Concrètement, des actions concrètes menées par des associations, parce qu'il y a de l'argent qui leur a été donné. J'ai vu que ça avait commencé, alors peut-être me trompais-je, mais à Romans-sur-Isère. Tout à fait. C'est incroyable. Pourquoi Romans-sur-Isère dans la Drôme ? Alors, ce programme que l'on a conçu et qui est aujourd'hui... Le DAT, fait, voilà, la dotation d'action territoriale. Donc, c'est un programme qui est aujourd'hui inscrit dans la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté que nous avons effectivement testé à Romans-sur-Isère. Alors, pourquoi Romans-sur-Isère ? Parce que la maire de Romans-sur-Isère est une ancienne chef d'entreprise, donc je pense particulièrement sensible en fait au rôle que les entreprises peuvent jouer en matière de lutte contre la pauvreté. Et puis c'est vrai que Romans-sur-Isère a vécu en fait de nombreuses crises. La chaussure, le cuir. Exactement, qui a complètement disparu en fait dans cette ville, laissant derrière elle de nombreuses familles au chômage et donc des taux de chômage qui sont souvent 2 fois en fait ceux de la moyenne nationale. Et en fait à Romans-sur-Isère, nous avons testé un dispositif qui est très simple, qui consiste à mettre autour d'une même table la collectivité locale, des associations qui sont porteuses de solutions concrètes au service de la lutte contre la pauvreté des jeunes et les entreprises de ce même territoire. C'est ça l'enjeu, c'est d'avoir les entreprises. Exactement. Elles n'existaient pas avant, elles étaient absentes. En fait, aujourd'hui, à l'échelle française, 9% des entreprises font du mécénat. Moins d'une entreprise sur 10 fait du mécénat. Et lorsque vous zoomez sur le mécénat à caractère social, c'est très faible. 1%. Donc on a 2% des entreprises françaises qui s'engagent sur ces sujets, alors que lorsqu'on leur donne les moyens de le faire, en fait, elles le font bien volontiers. C'est-à-dire que notre dispositif, il part en fait, je dirais, d'une méthode très simple. On part d'un diagnostic du terrain. On va chercher à comprendre où sont les pauvres en fait de la ville, quelles sont les solutions qui sont à leur disposition en fait pour les aider, quels sont les besoins qui ne sont pas comblés. Et on va proposer ces solutions très concrètement sous forme de business plan à des entreprises pour qu'elles s'engagent pendant 3 ans à financer ces programmes. Pour être concret, ces entreprises les embauchent, les intègrent, leur proposent des programmes ou c'est l'association en tripartie qui les accompagne ? Alors c'est souvent l'association qui les accompagne, mais pas que. C'est-à-dire effectivement, le principe du partenariat au départ, c'est de demander à l'entreprise du territoire d'aller financer tel ou tel programme dans son territoire, dans sa ville, auprès de ses jeunes, dans son quartier,
et ces programmes sont portés par des associations. Mais ce qu'on voit en fait dans un second temps, c'est que les entreprises s'engagent au-delà, puisqu'elles vont engager leurs collaborateurs, mais elles vont également s'engager en fait elles-mêmes dans le soutien aux jeunes, en les accueillant en stage, en les accueillant en fait sur de l'alternance. Donc on voit finalement qu'on rentre par la porte mécénat, mais que finalement l'engagement des entreprises va bien au-delà. Juste un mot, parce qu'il nous reste très peu de temps, mais j'ai vraiment envie qu'on refasse un débat autour de ces questions d'engagement des entreprises et du rôle des fondations. C'est un sujet immense. Les résultats, pour l'instant, vous avez déjà un tableau de bord, quelques chiffres? Oui, alors pour chaque dotation d'action territoriale, c'est en moyenne 3 000 jeunes qui sont accompagnés, 6 à 7 associations, 200 000 euros levés par an, et donc des jeunes qui à 80% voient une sortie positive en fait dans leur parcours, donc qui trouvent une formation, qui réussissent en fait dans leurs résultats scolaires et qui donc en fait peuvent briller un avenir meilleur. Allez sur le site de cette fondation Break Poverty Foundation. Il y a évidemment ce dispositif DAT avec les territoires, mais il y a d'autres dispositifs autour du numérique, de la connexion. Et on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Merci de nous avoir rendu visite, de nous avoir éclairé et de nous avoir fait découvrir l'action très concrète menée dans nos territoires. Et d'ailleurs, ce n'est pas qu'en Ile-de-France, parce qu'on n'a pas cité Béthune, il y a Nantes. C'est partout en France. Et aujourd'hui, avec les clubs, les entreprises s'engagent. C'est effectivement avec le relais de tous ces clubs partout en France. Je rappelle, on vous allez le découvrir d'ailleurs, le site Les entreprises s'engagent, qui est un maillage, qui est un réseau. Il n'y a pas que des fondations, il y a aussi des entreprises dans ce réseau. On va voir l'adresse qui s'affiche. Voilà, lesentreprises-s'engagent.gouv.fr si vous voulez faire partie de ce réseau et vous engager comme Break Poverty Foundation. Le cercle RH, le débat de Smart Job, on parle de la santé mentale. On en a beaucoup parlé de cette santé mentale pendant la crise Covid, de la situation de ces salariés en télétravail obligés avec les enfants au milieu de l'appartement. On va essayer de faire le point aujourd'hui. On voit que la santé mentale, évidemment, ça ne s'est pas beaucoup amélioré depuis quelques mois. On l'évoquait tout à l'heure, une rentrée un peu dure pour les salariés. On traîne des pieds, on se lève plus tard, on est moins motivé. On fait le point aujourd'hui. On va parler de qualité de vie au travail, de risques psychosociaux. C'est des mots qu'on retrouve fréquemment, évidemment, lorsqu'on évoque ces sujets. Et on en parle avec Christophe Nguyen. Bonjour Christophe. Bonjour. Vous êtes psychologue du travail, président du cabinet Empreinte Humaine, avec votre baromètre, des études régulières, où vous expertisez, analysez la situation très concrète. On fera le point, parce que vous aviez un baromètre publié en juin dernier. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et François Cochet est avec nous. Bonjour François, directeur des activités santé du cabinet Secafi et président de la FIRPS. L'ai-je bien dit ? Parfaitement. Je l'ai bien dit. Commençons par le début, j'ai envie de dire, vous êtes venu nous parler assez régulièrement de cette situation. La crise Covid a eu un effet d'accélérateur. Où en sont les salariés en cette rentrée? Est-ce que vous constatez une accentuation, je dirais, de la déprime, de situations de burn-out? Est-ce que vous le ressentez? Est-ce que vous avez des chiffres sur cette question? Oui, on voit que malgré une situation pandémique qui a priori s'améliore, on voit un état psychologique des salariés français qui reste très dégradé, autour de ce qu'on appelle aujourd'hui 41% de détresse psychologique, c'est-à-dire un sentiment de désespoir, de lassitude, d'incertitude, de fatigue importante, et qui amène forcément à de l'épuisement. Et donc on a un chiffre qui est assez marquant, c'est qu'on a 3 fois plus aujourd'hui de taux de burn-out sévère par rapport à avant cette crise. Juste un détail, Christophe Nguyen, quand vous parlez de cas de burn-out, ce sont des salariés qui vont quitter l'entreprise, pris en charge par l'assurance maladie, parce qu'ils sont en arrêt maladie, on est d'accord? Oui, c'est des cas sévères, c'est-à-dire qui peuvent nécessiter un accompagnement médicamenteux, psychothérapeutique, quelque chose de lourd. Ce n'est pas juste le coup de fatigue, finalement. Donc ça crée des arrêts de travail pour des motifs psychologiques. On l'a vu, une augmentation très importante. Il y a aussi différents chiffres qui sont sortis. 2 fois plus d'absentéisme chez les managers pour des motifs psychologiques. Et c'est une population, si on parle d'elle, qui est particulièrement exposée aux risques psychosociaux. François Cochet, on en est où par rapport à la situation Covid? La situation Covid avait été comme ça un moment d'arrêt terrible parce que certains salariés se sont retrouvés en télétravail forcé, dans des situations de tension incroyables, soit d'isolement, soit de surstress parce qu'il fallait s'occuper des enfants, de la machine à laver et de la vie quotidienne de la maison. On en est où par rapport à cette période? Alors, cette situation est aujourd'hui révolue, ce jour de rentrée des classes. On l'espère. Les élèves vont normalement aller devant les professeurs, là où il y en aura. C'est plus les parents qui vont s'en occuper. Bon, est-ce que pour autant le télétravail est devenu quelque chose de simple? Je ne pense pas. Il y a un engouement indiscutable pour le télétravail.
Donc celui-là, il est même, personnellement, je le trouve inquiétant, parce que c'est en grande partie... Une des causes. C'est une fuite. C'est-à-dire qu'évidemment que quand on a 2 heures de trajet tous les jours pour aller au travail, il y a une très bonne raison de télétravailler. Mais il y a des gens qui habitent à 5 minutes de leur travail et qui ont autant envie de télétravailler. Et ils ont, pour partie d'entre eux, envie de moins voir leur chef, parfois de moins voir leurs collègues, et puis d'être plus tranquille. Alors je vais vous dire, comment je fais de l'analyse du travail depuis très longtemps. C'est intéressant ce que vous dites. Ça veut dire qu'en fait, c'est le travail qui pose problème. Oui, il y a quelques... façon de le faire, moi, plutôt. Je veux dire, quand on fait des observations du travail dans une usine, quel est le meilleur moment pour faire de l'analyse du travail? C'est la nuit, dans les entreprises en 3-8. En 3-8, oui. Pourquoi? Parce que la nuit, les gens travaillent. Ils font leur boulot, ils ne passent pas leur temps à répondre au chef, à se justifier, à dire comment ils doivent travailler. Ils s'écartent des règles pour être plus efficaces et ils sont plus disponibles pour parler de leur travail. C'est intéressant parce que ça fait écho à la notion d'entreprise libérée. C'est-à-dire qu'il n'y a plus le manager sur le dos qui... Oui. Enfin, en tout cas, en télétravail, on retrouve un peu ces circonstances. Eh ouais. C'est-à-dire, chez moi, je m'organise comme je veux, je fais comme je veux et je suis moins dérangé. Mais attendez, juste pour Et répondre à je ma peux question, me concentrer. ceux dont vous parlez, qui Oui. essaient de s'extraire finalement de la chaîne hiérarchique et qui travaillent avec plus d'autonomie, est-ce qu'ils vont mieux ou est-ce qu'ils vont plus mal? Alors, dans un premier temps, ils vont mieux, justement parce qu'ils retrouvent de l'autonomie. Alors après, là où il y a risque, bon, d'abord, les entreprises doivent s'interroger sur les conditions qu'elles ont créées qui font que leurs salariés ont envie de les fuir, enfin de fuir les locaux. Et oui, et oui. Et après, c'est dans le temps qu'il y a des risques pour le télétravail. Parce que pour pouvoir télétravailler dans de bonnes conditions, il y a 2 règles absolues. Il faut avoir la confiance de son chef et être autonome. Justement, bien maîtriser son boulot. Seulement, au bout de quelques mois, de quelques années, est-ce que ces 2 conditions vont se poursuivre? Mon chef a changé. Le nouveau, je ne le connais pas. Donc, Comment je vais reconstruire une relation donc avec lui? stress, hein, déjà, un peu de stress. Oui, et puis surtout, ça peut se dégrader facilement, tourner au conflit. Et puis l'autonomie au travail, le travail, il n'est pas stable. Il y a des nouveautés, il y a des évolutions, des nouvelles réglementations, des nouveaux produits. Si je suis trop à l'écart de l'entreprise, Je rate ça. au bout d'un moment, je peux me retrouver à traiter les vieux sujets. Et puis Et d'être mis au placard. les petits jeunes qui sont sur place, Eh ouais. ils vont s'emparer des nouveaux sujets. Donc il y a des vrais risques de déclassement. Christophe Nguyen, ça c'est intéressant parce que c'est une vision très sociologique de la relation au travail menée par François Cochet, mais à travers le psychologue que vous êtes, les baromètres, alors on en a plusieurs, il y a les vôtres, il y a celui d'Alan pour Harris Interactive, 94% des salariés français estiment que se sentir bien dans son travail permet de se sentir bien dans sa vie en général. Oui. J'allais dire c'est presque logique, mais Bien ça sûr. c'est très intéressant. Puis un autre chiffre, 90% d'entre eux, tous métiers et âges confondus, estiment également que les difficultés psychologiques sont de plus en plus répandues au travail. C'est-à-dire Oui. que dans leur quotidien, dans leur environnement, ils voient Oui. des collaborateurs qui sont en déprime. Oui. Ça vient d'où? C'est parce qu'il y a une sorte d'engouement au télétravail, il y a une sorte de perte de repères. Qu'est-ce Oui. qui se passe? Alors moi, je pense que le télétravail a bon dos. C'est pas que la question du télétravail. Parce qu'on Un voit petit bien- pas de côté par rapport à ce que dit François. Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a quand même du télétravail qui se passe bien. Mais effectivement, il faut le voir globalement. Et on a parlé tout à l'heure des managers, c'est eux qui sont le plus en retrait par rapport au télétravail parce que ça les oui. confronte à des pratiques de management qu'ils n'ont pas l'habitude de faire. Et puis surtout, beaucoup nous disent on a du mal à évaluer le travail Mais des oui. salariés au-delà du livrable et qui me le donne en temps et en heure. Mais c'est aussi comment on le fait et comment je peux anticiper. Enfin, François les nous disait, difficultés. quand on est en télétravail, même la nuit dans les usines, Ouais. on contourne même un Oui, peu les règles bien sûr. fixées par la hiérarchie Bien sûr. et les normes, Oui. et on vit un peu sa vie, quoi. Oui, c'est comment je fais preuve d'intelligence Bah face oui. au processus, aux exigences. Et oui. Et c'est vrai que le télétravail permet une invisibilité, mais derrière, c'est la question de la reconnaissance de ce que je fais, de ce que je produis, et puis la coopération, on en a parlé énormément, la question du collectif, sachant qu'on a un héritage, effectivement, vis-à-vis de cette crise, et ce qui fait que les gens, la grande majorité, quasi la totalité des gens observent une augmentation des risques psychosociaux, c'est qu'effectivement, il y a une augmentation des conflits, de la fatigue. Conflits, vous dites conflits ? Oui, des conflits. Le climat de travail s'est dégradé dans les entreprises et qui ne peut pas être régulé, finalement, amélioré à cause du distanciel, notamment. Je voulais vous poser une question à vous deux. Est-ce qu'on en demande trop à l'entreprise parce qu'elle a des comptes à rendre, l'entreprise, elle a une responsabilité juridique à l'égard du salarié. Oui. Il y a des rapports sur les RPS, elle a des obligations en qualité de vie au travail, c'est la RSE d'une manière un peu globale. Est-ce qu'on lui en demande beaucoup? Est-ce qu'il faut encore plus lui en demander? Oui, moi je pense que l'entreprise, en tout cas, a tout à gagner
amenée à être proactive sur ce sujet. Et on voit que l'entreprise, quand même, est plutôt en défensive, c'est-à-dire qu'elle voit les problèmes arriver, et elle doit les gérer. Et souvent, quand les problèmes sont là, c'est trop tard, il y a des problèmes juridiques, et on est dans des postures parfois un petit peu défensives, qui font qu'on justifie, qu'on se défend, au lieu finalement de faire de la prévention. C'est ça. Et nous, on milite énormément à ce qu'il y ait une prise de conscience, à ce que ce sujet soit traité au plus haut niveau de l'entreprise, c'est-à-dire que dans les comités de direction, on en parle. Et c'est extrêmement rare. D'ailleurs, les 3/4, c'est dans le sondage, des salariés disent qu'il faut faire un état des lieux, parce qu'il y a un vrai décalage entre ce que, finalement, les demandes qui sont faites, la moitié des salariés disent, on me donne des objectifs sans me donner le sens, par exemple, aujourd'hui. On en vient toujours à ça. On est toujours sur cette idée-là. On en a aujourd'hui quasiment 4 sur 10 qui veulent partir de leur entreprise. Parce que on a appelé ça le big quit à la française. On a vu une augmentation effectivement des démissions, ce que la DARES a pu publier. Oui, on commence à voir, percevoir cette grande démission. Mais on en a aussi beaucoup qui ne vont pas partir et qui vont plutôt faire acte un petit peu de présence. On appelle ça, c'est un de nos titres, c'est la démission silencieuse. La démission silencieuse. Mais quand même, juste l'entreprise, je vais entendre François, parce que je ne sais pas si vous êtes tout à fait d'accord sur le sujet. On doit accentuer, les pouvoirs publics doivent accentuer un peu plus la pression sur l'entreprise. On lui demande déjà beaucoup à l'entreprise. QVT, elle fait des rapports sur les risques psychosociaux. C'est quand même de sa responsabilité, la santé des salariés. Moi, j'attends pas beaucoup des pouvoirs publics parce que c'est les plus mauvais employeurs. Donc, qui s'occupe de la fonction publique avant d'expliquer aux entreprises comment ils doivent faire. Alors, par contre... Il y a des déprimes aussi dans la fonction publique. Il y a des burn-out. Il y en a probablement plus. Donc, pour revenir au comité de direction, bien sûr que s'ils ne sont pas conscients des sujets et qu'ils n'agissent pas, il ne se passera rien. Le problème, c'est que moi, j'ai vu aussi des comités de direction s'emparer du sujet. Il y en a qui s'en emparent, mais qui veulent traiter le problème comme ils l'ont créé. Autrement dit, ils font un plan quinquennal. Ils décident que maintenant, toutes les équipes devront faire 5 réunions dans l'année, qu'elles devront commencer à 9h et finir à 11h, qu'ensuite ils auront droit à 32 minutes de convivialité avec un budget de 4,50 € On impose salarié. la convivialité, en fait. Je caricature à peine. Soyez heureux. Voilà, bon. Alors que c'est exactement le contraire qu'il faut faire. Bien sûr. La QVT, ça se combat par l'autonomie. Et les dirigeants doivent accepter de ne pas savoir ce qui se passe. Alors pourquoi un certain nombre de managers sont aussi mal à l'aise avec le télétravail, avec ce qui se passe aujourd'hui? Ils perdent la main. Parce qu'ils ont été éduqués, formés, que tout ce qu'on leur demande, c'est de savoir en permanence ce qui se passe, faire du reporting à la minute près, et que le moindre détail qui ne va pas remonte à la direction. Bon, enfin, ou qui s'en occupe. Alors que c'est ceux-là qui sont mal à l'aise. Les managers qui fixent le sens, les objectifs généraux, et qui n'expliquent pas à leurs salariés comment ils doivent faire le travail, mais qui leur font confiance, ceux-là, ils peuvent être tout à fait à l'aise avec les évolutions d'aujourd'hui. Excusez-moi, on a un coût social. Vous parliez, c'était le début de notre échange. Les arrêts maladie longue durée pour des burn-out, ça peut durer 1 an. On parlait de la démission silencieuse, c'est-à-dire que c'est des salariés qui sont rémunérés par l'entreprise, mais qui ont décidé de faire le strict minimum. Ça, c'est une tendance lourde qu'on voit apparaître. C'est-à-dire qu'un des héritages de cette situation, encore plus dans un contexte où l'inflation est grandissante, où on a du mal aussi il y a un risque à ne partir. Le mois, effectivement, fait que c'est un aujourd'hui principaux facteurs de risque en matière de souffrance économique. On voit que ça apparaît de plus en plus. Ça, c'est une nouveauté, je pense, post-Covid. La question, il y a un quart des salariés qui sont plus endettés aujourd'hui. Il y a la moitié qui disent « je ne sais pas si je vais pouvoir faire face à 500 € d'imprévu cette année ». Donc ça crée forcément cette incertitude supplémentaire. Et puis du stress psychologique. Du stress, bien entendu, très concret, on va dire. Vis-à-vis de ça, je crois qu'il y a une question de cohérence aussi qu'on doit avoir. Effectivement, est-ce qu'on doit être dans un principe de pollueur-payeur, c'est-à-dire, moi je suis directeur général d'une entreprise, je prends une décision qui a un impact négatif sur la santé de mes salariés, est-ce que je dois le payer ou pas? Mais ça revient à ma question de tout à l'heure. Est-ce que je dois payer les pots cassés? Est-ce que je dois prendre en charge? Selon vous, oui ou pas? Je pense que oui, sur le principe. Maintenant, je crois qu'il y a beaucoup de comités de direction qui ne sont pas forcément dans une idée de vouloir faire du mal pour faire du mal et détruire leurs salariés. Non, je ne pense pas, bien sûr. Il y a une question plutôt de méthode et de façon de s'y prendre, où aujourd'hui, on manque énormément, effectivement, d'accompagnement. Donc, et puis les process, des process qui étouffent toute initiative. Effectivement. Quand on change une entreprise, quand on prend une décision stratégique, effectivement, comment on intègre cette question de la santé mentale de mes salariés, de leur bien-être, quand je suis N+18. Et je pense qu'il y a une question de cohérence, parce que les managers de proximité, on en parlait, ils sont un peu parfois tiraillés. On a une injonction paradoxale entre, d'un côté, on entend beaucoup ça, mais on me demande de faire de la perf et de l'augmentation de la productivité, et de l'autre, on me demande de faire du bien-être. Sur quoi je mise? Et je pense qu'il faut donner des priorités. Mais à la FIRPS,
je fais vraiment un gros effort de prononciation, il y a quand même l'idée, et là on voit dans ce que vous évoquez, du lien entre bien-être et performance. Ça, c'est pas antinomique, c'est parce qu'on est bien dans l'entreprise, c'est parce qu'on est autonome qu'on est plus performant. Ça, vous soutenez cette idée? C'est important de l'entendre. Enfin, on peut être bien au Pour travail. revenir à la notion de désengagement, un salarié a une remarque désagréable de son chef, qui le blesse, qui l'humilie. Eh bien, il y a énormément de métiers où il peut faire le reste de la journée, il va faire semblant de travailler. Il se connecte, il fait tout ce qu'il faut pour avoir toutes les... Voilà. Mais en fait, il n'avance pas. Il n'a pas envie, il ne peut plus avancer. C'est presque une forme de sabotage, quoi. Non, parce que le sabotage, c'est délibéré. C'est qu'il est trop blessé. Il n'a plus l'énergie qui permet de travailler. Parce qu'aujourd'hui, on n'est plus en train, comme du temps de Taylor, de soulever des tonnes de fonte. C'est vrai. La plupart des métiers, on travaille avec son cerveau et un peu son affect. Et ben, si celui-ci est blessé, même il peut l'être pendant 1 heure, pendant une journée, pendant 6 mois, eh ben, on ne peut pas travailler. Voilà, c'est comme quelqu'un qui a un énorme souci personnel. On sait qu'il est aussi dangereux au volant que s'il avait bu. Il ne peut pas conduire comme il faut. Ben, c'est pareil dans le boulot. Donc, évidemment qu'il y a un lien entre santé au travail et compétitivité. Après, il faut l'instruire au quotidien et avec des logiques pragmatiques aussi. Voilà. Ça fait une c'est intéressant. Hein. Oui, tout à fait. C'est pas du sabotage comme je l'imaginais. C'est qu'en fait, on est tellement touché psychologiquement qu'on est plus apte, quoi. Voilà, tout à fait. Et là, on est vraiment sur des cas extrêmes. Mais on a aussi tout un tas de salariés qui ne sont pas forcément malades ou identifiés comme étant en risque psychosocial. Eux-mêmes ne le sentent pas, d'ailleurs. Ou ne le voient pas, mais qui effectivement ne donnent pas le maximum d'eux-mêmes. Ou alors, c'est ce qui est évoqué aujourd'hui sous le terme de démission silencieuse, ont tellement donné finalement leur entreprise en ne comptant pas leur heure supplémentaire, en travaillant soir, week-end, vacances, là on lève le pied, convéable, que maintenant ça atteint ma santé potentiellement, j'ai vu les limites et j'ai vu que ce qui était important pour moi, c'est passer du temps à ma famille et je vois que je ne suis pas reconnu à cette heure-là, voire au bon niveau de mes efforts, voire j'arrive même pas à nourrir ma famille de façon correcte, donc je lève le pied parce qu'aujourd'hui la situation peut être incertaine et j'attends de voir plus tard. Et là on voit qu'il y a un doublement. Oui, c'est l'entre-deux, c'est pas la grande démission. Voilà, c'est pas la grande démission, mais je fais le strict minimum parce que finalement la promesse même de mon entreprise ou du travail a été un peu déçue, mise à mal, et je l'ai bien vu avec cette crise-là. Les indicateurs des pouvoirs publics, parce qu'il y a les baromètres empreinte humaine et d'autres acteurs, qu'est-ce que disent les pouvoirs publics là? On a les tendances un peu, parce qu'il y a des rapports sur les risques psychosociaux. On sait où on en est. On en est où? Sur la population générale, on est aussi à des niveaux d'anxiété et de dépression qui sont très importants. Dans la population générale, ça c'est clair, y compris surtout pour les jeunes. Et on le voit d'ailleurs dans les entreprises, beaucoup de DRH me disent, c'est incroyable, je vois des jeunes, c'est leur premier job, ça fait 6 mois qu'ils sont là, et ils s'arrêtent pour burn-out. Pour burn-out, on a l'impression, on se dit, mais est-ce qu'ils ont le cuir qui s'est affaibli, et qui est beaucoup moins épais, un peu trop fin? Est-ce qu'ils attendent trop de l'entreprise? C'est ce que j'entends aussi, qu'ils sont un petit peu trop... Très demandeurs. Très demandeurs. Mais en fait, c'est qu'ils sont aussi fragilisés. Ça, on peut se le dire, c'est pas de la fainéantise. Je crois qu'il y a un vrai changement de fond aujourd'hui. Les gens sont plus conscients de ce qu'ils peuvent attendre en matière de conditions de travail. Il y a un contrat moral. Et plus exigeant peut-être aussi. Bien sûr, vis-à-vis de l'entreprise, vis-à-vis du management. Et ils n'hésitent pas aujourd'hui, dans les grands groupes, à partir du groupe pour faire des alertes éthiques, par exemple. Ils démissionnent, ils font des alertes parce qu'en dénonçant des situations, on en parlait tout à l'heure, de harcèlement, de situations qu'ils n'acceptent plus. Et aujourd'hui, on voit que c'est une tendance qui est très importante. Justement, le harcèlement, parce qu'il contribue à la détérioration de la qualité de vie au travail et du psychisme, ça progresse, parce que cette question-là, elle a été prise en charge par les pouvoirs publics. Des lois ont été votées. On condamne parfois des harceleurs. Ça progresse ou pas, ça, sur ce sujet? Alors, moi, je suis un peu sceptique sur les aspects quantitatifs. Les enquêtes Santé publique France montrent qu'il y a une dégradation, mais avec des chiffres qui sont à peu près la moitié de ceux des enquêtes de Christophe Nguyen. Donc, moi, je pense qu'il y a un énorme biais de recrutement dans les chiffres que produit Empreinte Humaine, puisque des enquêtes en ligne, pour avoir 2000 réponses, il faut à peu près adresser 50 000 questionnaires. Il faut arroser très large. Et que, du coup, c'est ceux qui sont intéressés par le sujet qui répondent. Donc ça, c'est le biais, ça, c'est le risque du biais. Il y a les tendances. Je suis d'accord avec les tendances qui sont évoquées. Mais dire qu'il y a 40% de gens... Ça vous semble un peu exagéré? À mon avis, c'est la moitié. Bon, et c'est l'avis des cabinets de la FIRPS en général. Mais sur les phénomènes identifiés, je suis en gros d'accord. D'abord que ça augmente. Après, est-ce que le harcèlement explose? Je ne sais pas. Mais c'est difficile. C'est toujours pareil. C'est bien de mesurer. Il faut aussi comprendre et puis essayer de combattre. Voir un peu s'il crée des problèmes. Moi, je ne suis pas pour des politiques de prévention des RPS à part du reste de l'entreprise. Oui. Je vais vous donner un exemple sur les entretiens d'évaluation. Avec 4 pages à remplir par le manager, s'il y a une période de stress des managers, c'est celle-là. Eh bien, la campagne des entretiens d'évaluation. Donc, ils en sont les premières victimes. C'est une bavante.
C'est horrible. Et puis, du côté des salariés, là aussi, je vais prendre l'exemple des salariés les plus anciens. Parce qu'on dit qu'il faut travailler plus tard. Bon, quand on a 55, 60 ans... Oui, c'est les retraites, ça. Oui, non, mais c'est directement lié aux retraites. Et qu'il y a un manager de 30 ans qui ne connaît rien au boulot, qui vient faire l'entretien d'évaluation et donner des notes, mais on a juste envie de prendre sa retraite le lendemain. Bon, si on veut que les gens travaillent plus tard, il y a un vrai sujet là. il faut s'occuper d'eux et arrêter de les emmerder. Voilà. Non, mais vous dites qu'un jeune gars qui rentre dans l'entreprise qui a 30 ans et qui fait un entretien d'éval, un cadre de 55 ans qui a 30 ans de métier, c'est vrai que non, ça... c'est pas forcément un cadre, ça peut être ses salariés. Un salarié, bien sûr. Mais c'est extrêmement fréquent. Et nous, on a fait des enquêtes sur les entretiens d'évaluation. Et ben, les jeunes, ça leur pose très peu de problèmes. Évidemment. Ils sortent de l'école, ça fait 20 ans qu'on leur colle des notes, ils n'ont plus trop besoin qu'on leur explique bien ce qu'il faut faire, etc. Et pas pour le... Ça va très bien. Bien sûr. Mais demandez aux anciens. Quand ils rentrent en bouteille. Un dernier mot, parce que le débat est terminé, mais il est passionnant par ailleurs. Oui, tout à fait. Alors, juste pour revenir sur la méthodologie qu'on déploie... je savais que vous alliez répondre. Forcément. Bien sûr. Je réponds. C'est que ça utilise effectivement des échantillons représentatifs garantis par des sondeurs qui sont quand même reconnus, avec des méthodes, des quotas. Et puis, nos indicateurs scientifiques sont publiés dans des revues internationales. Aujourd'hui, c'est publié dans des grandes revues avec des comités de lecture sur lesquels, finalement, on a des comparaisons. Donc après, effectivement, je pense qu'il faut parler aux scientifiques. Après, sur cette partie, je voudrais juste dire que au-delà de la grande démission dont on peut parler avec un marché du travail français qu'on connaît qui est différent du marché aux États-Unis, américain, on va avoir peut-être une augmentation de l'absentéisme, mais en tout cas d'une démission silencieuse qui est une forme ça, c'est le phénomène. Ça, c'est le phénomène. De désengagement, de démotivation, mais qui est un peu militante. Et je pense que c'est là où la question du dialogue est très importante, qu'il va falloir créer des conditions de travail durables. Merci à vous, François Cochet. Sur la question, encore une fois, des process que vous évoquiez dans les entretiens annuels, peut-être repenser un peu tout ça et de s'intéresser aux collaborateurs qui ont de la valeur, qui ont 30 ans de métier et qui portent des choses, et pas les traiter comme des enfants, parce que c'est un peu ça dont vous parlez. Ce n'était qu'un exemple. C'était qu'un exemple, mais c'est un exemple extrêmement probant. Vous vous êtes exprimé très librement sur ce plateau. Merci à vous, Christophe Nguyen. Vous avez pu développer vos chiffres. Merci à vous, président du cabinet Empreinte Humaine, vous êtes psychologue par ailleurs. Et puis merci à François Cochet, directeur des activités santé cabinet CECAFI et président de la FIRPS. Merci à vous deux. On termine par Fenêtre sur l'emploi. Alors, on parle recrutement dans cette rubrique, on parle recrutement, et c'est compliqué dans la tech. On va en parler tout de suite avec notre invité. Et on termine par Fenêtre sur l'emploi. On parle de la pénurie de talents dans la tech. Alors c'est un sujet dont on parle très régulièrement sur ce plateau, en essayant avec nos invités de trouver des solutions et d'y réfléchir, comment y remédier. On en parle avec Marguerite Monrose, directrice des opérations France chez Remote. D'abord, un petit mot sur Remote pour qu'on comprenne de l'endroit où vous allez nous parler dans cette rubrique. Vous êtes au milieu d'un écosystème d'entreprises de la tech, c'est ça, Remote, Voilà, c'est ça. Bon, bonjour Arnaud. Alors, Remote, nous faisons office, nous sommes un employer of record. Alors, c'est un terme très barbare, mais... Très joliment dit, en tout cas. Voilà, merci. Donc, un employer of record fait office d'employeur pour les collaborateurs, pour les entreprises qui n'ont pas une entité légale dans les pays dans lesquels elles souhaitent embaucher. D'accord ? Donc, en fait, on prend en charge toutes les démarches RH, donc de l'embauche à la paye, aux prestations sociales, à la gestation des prestations sociales, des impôts locaux, et de la conformité, plus particulièrement. Ça, c'est très important. Oui, la conformité, parce qu'il faut quand même parler que vous accompagnez des collaborateurs, dès leur embauche, vers des pays étrangers. Alors, on aide nos clients à embaucher à l'étranger en télétravail. C'est-à-dire que les collaborateurs restent dans leur pays. C'est ça. Et souvent, les entreprises se posent la question, mais comment on fait par rapport aux impôts, rapport aux prestations sociales ? La Sécu, la Presta, les cotises. Effectivement. Juste quand même, Marguerite, allons à l'essentiel. Ils vous disent quoi, vos clients ? Parce que ce que vous nous dites là, c'est qu'ils utilisent des collaborateurs qui sont des talents, qui se trouvent en Inde, au Maghreb, en Tunisie, au Maroc, et je ne sais où. Ils vont les embaucher sous des contrats français pour répondre à quoi ? À la pénurie de talents en France. Alors, nos clients utilisent des contrats de travail qui sont locaux, avec des collaborateurs qui restent dans les pays. Alors, il faut quand même savoir quelque chose, c'est que nous avons, par exemple, interrogé 250 décideurs de la tech le mois dernier pour savoir où recrutaient-ils. Ah oui. Donc, ils nous ont dit, dans 62% des cas, en télétravail, on cherche des
des talents qui sont en France. Donc ils recrutent en France. Attention. D'accord, ok. Donc il faut quand même savoir. Non, mais c'est important de la proportion. Oui, c'est très important. Et il y a 24% des entreprises qui décident d'aller regarder à l'étranger, à l'échelle mondiale. Quand vous dites à l'étranger, est-ce que les pays que je citais correspondaient à peu près au sourcing des talents ? Alors, il faut savoir, ça va vous étonner, mais en fait, les tech hubs principaux sont en fait Tokyo, New York, San Francisco, Oui. Berlin, Londres. C'est-à-dire que les entreprises, elles voient quand même des freins à aller dans certains tech hubs émergents. Alors, Gartner a identifié une quinzaine de tech hubs émergents. Il y en a, bien sûr. Qui sont par exemple Mexico, qui sont Calcutta, qui sont Budapest. Néanmoins, on voit que les entreprises se mettent des freins. Alors, pourquoi ? Parce qu'elles n'ont jamais recruté sur place. Elles ne disposent pas d'entité légale là-bas. Et d'antennes ou de... Et puis, il y a un problème culturel. Elles ont un petit peu peur de s'aventurer auprès de collaborateurs dont elles ne connaissent pas la culture et qu'elles pensent ne pas savoir manager. D'où l'importance de bien se faire accompagner lorsqu'on embauche à l'étranger. Donc ça, c'est votre métier. Il y avait l'Ukraine, je fais une parenthèse, l'Ukraine était aussi un endroit où il y avait des talents de l'informatique. Oui. Hein. Et d'ailleurs, il y avait beaucoup même d'expatriés sur les sites ukrainiens qui travaillaient. Bon, l'Ukraine, évidemment, c'est une source qui s'est tarie. Concrètement, qu'est-ce que vous leur donnez comme conseil à vos clients ? Parce qu'ils ont tous le même problème, ils se battent tous les mêmes talents. Oui. Même s'ils recrutent à 62% sur le territoire français. Qu'est-ce que vous leur donnez comme conseil ? Alors, ce qu'on peut leur conseiller, c'est qu'aujourd'hui, les salariés, les collaborateurs sont en quête de sens. Je pense que vous avez beaucoup d'invités qui viennent vous parler de la quête de sens des salariés. C'est vrai. Qu'est-ce que je fais à mon travail ? Est-ce que j'ai envie de passer 15 heures par jour à mon travail ? C'est plus le cas. C'est le débat qu'on avait en début d'émission, semaine de 4 jours, télétravail. Voilà, exactement. Et donc, nous, ce qu'on peut conseiller déjà à nos clients, c'est d'adopter une certaine flexibilité et beaucoup de confiance dans le management, ce qui se traduit chez nos clients par la mise en place d'un mode d'organisation du travail qui est le télétravail. Alors nous, on recommande le télétravail à temps complet. Full remote. Full remote. Full remote. On travaille qu'avec le numérique. Voilà, on travaille qu'avec le numérique. Il faut savoir quand même que tous les salariés du tertiaire qui travaillent devant un écran ont quand même la capacité de travailler en full remote. Alors on sait que c'est pas toujours possible. C'est vrai dans la tech, c'est plus vrai dans la tech qu'ailleurs. Oui, effectivement. D'abord aussi, et pour terminer, parce que les clients et votre écosystème chez Remote, c'est aussi des clients qui sont très autonomes. Les ingénieurs sont très autonomes. Oui. Ils développent un projet, parfois se déplacent même dans l'entreprise pour essayer de... Mais globalement, ils vivent leur vie, quoi. Tout à fait. Ce sont effectivement des travailleurs de la connaissance. Donc il faut bien comprendre qu'on parle de travailleurs qui sont très spécifiques, hautement diplômés, hautement qualifiés. Donc, ce sont des développeurs, ce sont des data scientists, ce sont des commerciaux. Donc, typiquement, des travailleurs très autonomes. Les fameux data scientists que tout le monde s'arrache. C'est un vrai plaisir de vous accueillir, Marguerite Monrose. Allez donc frapper à la porte de Remote quand vous avez un désir, pas d'embauche, enfin d'accompagnement, parce que vous ne faites pas de recrutement, on est d'accord ? On n'est pas un cabinet de recrutement, mais on peut aider au sourcing. C'est ça. Sourcing, mais à partir du moment où vous identifiez un talent à l'étranger, venez nous voir et nous allons vous accompagner et vous pourrez onboarder la personne en quelques jours. Le message est passé. Merci Marguerite Monrose, directrice des opérations France chez Remote. C'est la fin de notre émission. Ben oui, c'est terminé. On se retrouve demain évidemment pour de nouvelles aventures. Merci à toute l'équipe, Raphaël à la réalisation. Merci Alexis pour le son. Merci à Joséphine qui me parlait dans l'oreille. Et merci à Lily pour l'accueil invité aujourd'hui. Merci à vous tous pour vos messages. Je serai là demain. Portez-vous bien. Bye bye.